tout le monde et bienvenue dans ce live récapitulatif de Monday Night Raw, l'émission du lundi soir. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes bien posé? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie? Comment vous parlons de vous? Vous ne pouvez pas répondre. Alors, l'épisode de Raw d'hier soir, c'était à chier. Non, c'était pas terrible. C'était pas terrible, mais c'était un épisode de... Pour les standards de Raw, on va dire qu'on était dans une moyenne relativement haute. Je vais voir à quelle note ça correspond, quelle note je lui ai mis en moyenne. Je suis sur mon tableau, là, voilà. On est sur du 8,9. 8,9, c'est du D+. Voilà, c'est ça. C'était mauvais, mais il y avait des trucs bien. Notamment un truc que j'ai trouvé vraiment très bien. Et on va aborder tout ça en temps et en heure. Je zoome un peu sur mon tableau pour tout à l'heure. Voilà, fantastique. Fantastique. Génial. Super. Alors, Raw a commencé avec... Ah oui, alors ça c'était intéressant, j'ai trouvé. Parce que j'ai noté, le show commence avec John Morrison sur le ring avec des ballons, il accueille The Miz, nouveau champion de la WWE donc, et alors qu'hier j'étais globalement intrigué par où est-ce qu'ils allaient aller avec The Miz champion, ce que j'ai éprouvé en voyant John Morrison et The Miz sur le ring, c'est beaucoup de lassitude. Et je me suis demandé pourquoi, et j'en ai déduit ça. The Miz joue deux personnages en même temps. Il y a The Miz intense et calculateur que j'ai pas vu depuis longtemps, sauf en promo évidemment. La promo qu'il a faite juste après Elimination Chamber était très intense quoi, et ça il sait le faire, il le fait bien. Et ce Miz là, franchement j'avais envie de lui donner une chance avec la ceinture. Genre, tu perds tous tes matchs, ok, mais t'as ce feu quoi, t'as la passion, Et du coup la passion, ça peut suffire à porter un champion. Mais il y a aussi le Miz Comic Relief, le Miz qui fonctionne une fois sur deux en tant que Comic Relief, une fois sur deux, une fois sur cinq, à moitié débile, en train d'essayer de se convaincre qu'il est le meilleur et d'échafauder des plans avec John Morrison qui répète tout ce qu'il dit. Ce Miz là, c'est celui qu'on a l'essentiel du temps, et celui-là, je veux pas le voir champion. Et c'est ça le problème que j'ai avec The Miz en tant que champion. Du moins, c'est l'idée que je me suis faite en regardant ce début d'Euro. Vous avez pu constater sur le chat que le prix des messages mis en avant a monté parce que hier j'avais eu beaucoup de messages mis en avant, et comme j'ai pas envie de passer 3 quarts d'heure sur les messages mis en avant à la fin de chaque show, j'aime bien quand j'en ai, ça fait vraiment du bien d'en avoir, mais ça peut pas être plus de la moitié du live. Donc voilà, j'ai augmenté un petit peu le prix en cloche pour limiter le flux de messages et le flux de questions. Maintenant, si vous avez une question et que vous avez 500 clochettes... Clochette, c'est Animal Crossing. N'hésitez pas à mettre vos messages en avant. Donc, The Miz fait la liste des catcheurs dont il a dépassé la longévité, dont il estime qu'il est meilleur que... Desquels il estime qu'il est meilleur desquels il estime qu'il est meilleur. Excellent. Et notamment, il cite Bobby Lashley. Et là, je me dis, c'est intéressant parce que tu as fait un deal avec Bobby Lashley hier. D'ailleurs, ça n'a pas manqué d'attirer l'attention de MVP et Bobby Lashley qui ont interrompu son speech. Excusez-moi, je vois que j'ai un message sur Discord. Non, c'est bon, ça va. C'est Poppy qui est en live. Si jamais vous en avez marre de m'entendre parler de catch, n'hésitez pas à aller voir Poppy en live. Je vérifie, d'habitude je vérifie pas mes messages sur Discord, mais la dernière fois c'était Yumeka qui essayait de me prévenir que j'avais oublié de baisser la musique. Donc là je me dis, j'ai peut-être encore fait une connerie. Donc MVP et Bobby Lashley interrompent The Miz, lui disent que dans son petit discours où il rappelle tout ce qu'il a fait, il a oublié de dire que c'est grâce à Lashley qu'il est champion aujourd'hui. Et ils vont aborder la question épineuse. John Morrison a coûté le titre à Lashley et The Miz s'est engagé à rectifier le tir. J'aime bien ça parce que j'avais pas vu. C'est un aspect de l'histoire que j'avais pas vu. Bobby Lashley a défendu son titre des États-Unis contre John Morrison et Riddle. Riddle a gagné en battant John Morrison. Donc effectivement, c'est John Morrison qui a coûté son titre à Bobby Lashley. C'est une petite épice là que j'avais pas vu venir et qui est bien chouette dans l'histoire.
Et donc Bobby Lashley est le premier à avoir le droit à un match de championnat contre The Miz. The Miz essaie de s'en sortir en disant qu'il n'a pas précisé quand il aurait un match. Il dit qu'en tant que champion, il est très occupé. Bref, il essaie de sortir toutes les excuses possibles. Ça sera pire tout à l'heure. Bobby Lashley l'attrape au col et lui dit que s'il lui donne pas ce qu'il veut d'ici 1 heure, il pourra commencer une nouvelle série de télé-réalité. Comment Lashley m'a envoyé aux urgences. Je pense que c'est pas très intéressant comme télé-réalité. On va être sur quelque chose de très... On va vite épuiser le concept, je pense. J'ai mis B- à ce segment d'ouverture parce que The Miz ne fonctionne pas du tout pour moi. S'il fonctionne pour vous, tant mieux. Bobby Lashley fonctionne très bien pour moi. Mais si vous êtes diverti par The Miz, oh non mais on avait dit non mais j'ai changé d'avis, ça m'emmerde. Que Lashley par contre, je suis investi dans le personnage de Lashley beaucoup moins dans celui de The Miz. Je suis investi dans le personnage de The Miz quand il est dans le mid-card, quand il est pas à la position à laquelle il devrait être. C'est ce que j'essaye de vous dire. Ensuite, nous avons eu... ah oui, pareil, alors là, dans les différences d'appréciation, si Riddle, sur une trottinette, ça vous fait marrer, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Lucha House Party félicite Riddle pour avoir remporté le titre. Enfin non, d'abord, il le félicite juste. Riddle dit ouais, ça fait des mois et des mois que j'essaye, mais enfin, j'ai réussi à gagner ma première partie sur Call of Duty, et vraiment, c'est chouette. Et Lucha House Party... Oh, mais on parlait de ton titre des États-Unis. Ah ouais, ça aussi, c'est bien. Regardez, il y a un aigle. Je vais l'appeler George. Je sais plus quel nom il donne. J'en ai rien à foutre. Enfin, ça me fait. Non seulement ça me fait pas rire, mais en plus je me dis, vous avez foutu la ceinture sur un débile léger. Chouette, parfait. Ensuite, nous avons eu un match Riddle contre John Morrison. Donc, histoire de. C'était déprimant parce que le match n'était pas mauvais. Il y avait des imperfections, mais il était quand même sympa à regarder, mais j'arrivais pas à être dedans parce que ils ont tous les deux, Riddle et Morrison, étaient tellement vidés du moindre intérêt que je pourrais avoir pour eux que j'en avais rien à foutre du match, quoi. Il avait beau être très bien. John Morrison, c'est le sous-fifre de The Miz qui a gagné sur WrestleTalk, ils ont dit, j'ai pas vérifié, qu'il avait gagné 3 matchs en solo en 2020. Oui, 2020. 3 matchs. Et il est champion de la WWE. Et Riddle, il a servi de paillasse à Bobby Lashley pendant des mois aussi. Je peux pas passer outre ça. Donc voilà, j'ai mis C+ au match. C parce que j'en ai pas grand chose à foutre, plus parce que au moins le match était correct, quoi, était pas mal. Ensuite, on a eu un segment en coulisses avec... Ah putain, en parlant de... Ça va être... Vous allez souvent m'entendre dire... Moi, ça me va pas. Je trouve que ça marche pas. Si ça marche pour vous, tant mieux. R-Truth, si ça marche pour vous, tant mieux. Bad Bunny et Priest sont en coulisses. R-Truth est caché avec un arbitre. Priest dit non mais R-Truth, on te voit. R-Truth fait un câlin à l'arbitre et le pousse et en disant ah non, c'est parce que il est de ma famille. Je sais même pas qu'est-ce qu'il dit. Ensuite, il fait des blagues en confondant Bad Bunny avec Bugs Bunny. Il dit à Bad Bunny oh merci d'avoir sauvé la planète contre les Monstars. Ah, Space Jam, tu te rappelles Space Jam? Non, tu te rappelles pas Space Jam parce que vous avez tous entre 20 et 25 ans, du coup Space Jam, c'est voilà. Bref, j'ai mis C-. Globalement, voilà, Damian Priest est là pour protéger Bad Bunny. Par contre, ce qui est vraiment très cool, c'est que Bad Bunny prend vraiment son rôle de champion 24/7 à cœur. Ça fait plaisir de voir une célébrité plus grande que la WWE être tellement fan que elle s'investit, quoi. Elle s'investit vraiment complètement dans son truc. Et il y a quelqu'un dans les commentaires du dernier Statch qui a écrit c'est marrant parce que le titre 24/7 jusque-là je le détestais et maintenant je le déteste moins depuis que Bad Bunny est champion. Et je lui ai répondu c'est parce que les titres comme les personnages ne sont que des vaisseaux pour l'histoire. Si l'histoire c'est R-Truth, tu devrais mettre de la sauce salsa avec ton poisson. Si vous regardez pas Roto, que ça va pas vous parler ce que je viens de vous dire, mais globalement voilà, la comédie d'R-Truth, et que l'histoire c'est toujours R-Truth finit par redevenir champion, forcément c'est difficile d'être investi là-dedans. Si l'histoire c'est Damian Priest qui vient d'arriver à la WWE, et Bad Bunny qui est une célébrité mais qui vient de sortir un titre une chanson
qui parle d'un catcheur de la WWE et qui est en rivalité avec quelqu'un à la WWE parce que ces gars-là ont une espèce de semi-personnage de rappeur. Tout fonctionne quoi, tout fonctionne et tout le monde est à sa place. Et en plus, ils se servent du titre 24/7 comme un outil publicitaire quoi. Ils mettent le titre 24/7 en avant pour mettre la WWE en avant et c'est cool. C'est cool. Voilà, ça fonctionne. R-Truth est aussi drôle qu'un coup de latte dans les noix, donc enfin en ce qui me concerne, si vous fait rire, tant mieux. Tant mieux, je préférerais être à votre place. Ensuite, The Miz est allé se plaindre à Adam Pearce, le général manager non officiel de Raw et de SmackDown. Mais globalement, Adam Pearce lui dit « Tu t'es engagé, couillon, qu'est-ce que je te dis ?» Et The Miz passe un coup de fil. J'avais pas fait gaffe à ça la première fois. The Miz passe un coup de fil. Ensuite, on a eu le match New Day contre Rétribution. Ils sont mignons tous. Ils essayent d'amener du sens à ce truc-là. L'histoire qui racontait au début, c'était que Kofi Kingston était blessé. Ali avait envie d'affronter Kofi Kingston. Et pour provoquer Kofi Kingston, Mustafa Ali, le leader de Rétribution que vous ne voyez pas sur l'image, Mustafa Ali allait faire des matchs tel membre de Rétribution contre Xavier Woods. Et Xavier Woods perd à chaque fois parce que Rétribution s'implique à chaque fois. Bref, c'était une punition. Sauf que New Day arrête pas de battre Rétribution. Et là, ils les ont encore battus. Il n'y a plus d'histoire. Ils essayent de faire fonctionner ça en faisant des in-jokes, c'est-à-dire des blagues, des private jokes, en faisant le New Day. Kofi Kingston Xavier Woods a dit j'ai battu tous les membres de Rétribution, sauf Reckoning, qui est le seul membre féminin de Rétribution, donc il n'y a pas de match intergenre à la WWE, il y en a rarement. Il n'y a pas de match sérieux intergenre à la WWE. Et du coup, en voyant que Xavier Woods... quand Xavier Woods a vu que Reckoning était revenue, parce qu'elle était absente ces dernières semaines, parce qu'elle avait chopé la Covid-19, cette phrase est beaucoup trop longue. En voyant ça, voilà, il a fait cette tête-là, genre « Oh, Reckoning est là, je veux affronter Reckoning !» Voilà, ils essayent de rendre le truc marrant, ils essayent de rendre le truc divertissant. C'est bien d'essayer. C'est bien d'essayer. Donc le New Day a gagné. L'histoire là, c'est que Mace et T-Bar ont porté alors le High Justice, apparemment ça s'appelle comme ça, sur Kofi Kingston, et ils allaient faire le tomber, ils allaient remporter le match, et Mustafa Ali a exigé qu'ils recommencent la prise, et le temps que ça leur a coûté, ça a permis à Kofi Kingston de coller son Trouble in Paradise, sa prise de finition, sur T-Bar puis sur Mace pour remporter le match. Et après le match, Mustafa Ali est monté sur le ring et s'est énervé contre Rétribution, disant qu'il en avait marre de leurs conneries, qu'il en avait marre qu'ils n'arrêtent pas de perdre, et à la fin de cette promo, il lève les bras, il jette le micro et il s'en va. J'ai mis un B à ce segment-là parce que c'est une des rares histoires dans lesquelles je suis investi à Raw, mais vraiment investi, c'est-à-dire j'espère que Rétribution va s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Si Rétribution s'en sort pas, j'espère que Mustafa Ali pourra rebondir d'une façon ou d'une autre, fonder une autre faction, j'en sais rien. J'espère que ça pourra aller quelque part. Et voir Mustafa Ali s'énerver contre eux alors que c'est de sa faute s'ils ont perdu, je me dis, t'es pas juste mec, t'es pas juste parce que t'es pas un bon leader, ta cause elle est bonne, mais t'es pas un bon leader et tu peux pas leur reprocher ça. Bref, je suis investi, au moins je suis investi. On peut pas en dire autant de la plupart des histoires. Je vais lire ce que j'ai noté parce que si je commence à essayer d'improviser ce que je vais en dire, on est là pour une heure. Ça va vachement changer d'habitude. On arrive au bout de l'ultimatum de Lashley. Ai-je répondu parce que dans le premier segment de la soirée, il lui a dit je te laisse 1 heure pour accepter le match contre moi. Sinon. Et quand Bobby Lashley te dit sinon, tu réponds pas allez sinon quoi? Tu réponds oui monsieur. On arrive au bout de l'ultimatum de Lashley. The Miz arrive en costume 3 pièces, donc il ne va pas avoir un match maintenant. The Miz dit qu'il a besoin de plus de temps, il cherche toutes les excuses du monde, et d'autres catcheurs ont le droit d'avoir leur chance, et Bobby mérite que The Miz soit à 100% de ses capacités, il dit qu'il a besoin d'une semaine, bref. Là-dessus, Braun Strowman intervient, je soupire très fort, parce que si je trouve The Miz chiant, je pense que je trouve Braun Strowman beaucoup plus chiant. Braun Strowman, son personnage, c'est plus rien. Il dit que si quelqu'un doit avoir un match pour le titre, c'est lui.
qu'Adam Pearce et Shane McMahon ont une vendetta contre lui, et que c'est pour ça qu'il n'était pas dans l'Elimination Chamber. Quand est-ce que Braun Strowman est devenu Sami Zayn, je ne sais pas. Strowman dit qu'il est plus méritant que Bobby Lashley. The Miz dit à Lashley, oh, tu vas pas te laisser parler comme ça. Moi, je me dis, où est Drew McIntyre? Excusez-moi, on peut revenir à Sheamus qui a brisé une amitié de 20 ans pour essayer d'avoir le titre. Parce que je pense que lui, il devrait être un peu dans la conversation. Mais non. MVP donc dit à The Miz de pas chercher la merde. Shane McMahon intervient. J'ai envie de décéder. Ai-je écrit. J'ai l'impression d'être puni pour quelque chose. La façon dont j'ai vécu ça, c'est les gens qui se disaient, et je peux comprendre, les gens qui se disaient... ouais, Drew McIntyre, je commence à être un peu saoulé. Là. Il est un peu trop invincible. Il est moins intéressant. Je suis moins fan du personnage de Drew McIntyre maintenant. Il est moins, voilà. Et pourquoi pas. C'était pas mon cas du tout. J'adore Drew McIntyre. Il aurait pu être champion encore pendant des mois. Ça m'aurait pas posé problème. Mais je peux comprendre ce point de vue. Mais alors, si tu trouvais Drew McIntyre chiant, bienvenue à The Miz, Braun Strowman, Shane McMahon. Tiens. Est-ce que ça c'est chiant? Bref, Shane McMahon arrive. La régie est en délire, évidemment. Shane McMahon humilie Adam Pearce en lui disant à mi-mot tu fais mal ton travail, laisse-moi le faire pour toi. Ah ouais, c'est comme ça que tu gères. Oh, attends, bouge pas, laisse-moi faire, je suis Shane McMahon. Here comes the money, here we go, money talk. Ensuite, il humilie Braun Strowman en lui disant si t'avais 2 neurones qui se connectaient, je ne paraphrase pas, ou alors je paraphrase à peine, disons que je traduis. Si t'avais 2 neurones qui se connectaient, tu aurais compris que c'était une Elimination Chamber pour les anciens champions de la WWE. Tu n'as pas été champion de la WWE, tu as été champion universel, c'est pas pareil. Braun Strowman répond ouais, bah ça c'était une idée de merde. Moi je pense que je devrais affronter The Miz ce soir. Shane McMahon lui répond non, ça c'est une idée de merde. Je me dis, est-ce que Shane McMahon a pour mission de s'essuyer les godasses sur la tronche de tout le monde? Il vient d'humilier Adam Pearce, là il humilie Braun Strowman. Braun Strowman qui est oui, j'aurais dû être dans le match. Non, ta gueule Strowman. Quand même, ta gueule Strowman, t'es con. Alors si je peux pas l'affronter lui, je vais l'affronter lui. Depuis quand Strowman marchande? Bon, je suis raisonnable. Bon. Je vais reprendre mes notes. Strowman dit ah oui bah je veux un match contre The Miz. Shane lui répond que ça c'est une idée de merde. Strowman répond bon bah je veux un match contre Lashley. J'adore mes notes. Bon bah alors lui. Depuis quand Strowman se laisse essuyer les pieds sur le museau comme ça? Je sais pas. On a Lashley contre Strowman ce soir. Si Strowman gagne, on a Lashley contre Strowman contre Miz la semaine prochaine. Sinon, on a Lashley contre The Miz la semaine prochaine. Et je viens de tilter que c'est probablement Shane McMahon que The Miz a appelé plus tôt. Et aux dernières nouvelles, Shane McMahon et The Miz se détestaient. Je veux dire, WrestleMania d'il y a 2 ans. Mais bon, j'ai mis un D à ce segment. Et après, Lashley fait un tacle au genou de Braun Strowman, histoire de se donner l'avantage pour ce soir. Ensuite. Lucha House Party a affronté le Hurt Business. Ça fait du bien de revoir un peu Cedric Alexander et Shelton Benjamin, parce qu'on entend beaucoup parler de MVP et Bobby Lashley, mais c'est vrai que le Hurt Business est une faction à 4. Et ça fait du bien de revoir Alexander et Benjamin. À plusieurs reprises, j'ai cru que le Lucha House Party allait gagner. Ils ont réussi à me faire croire qu'il y avait une petite chance pour que le Lucha House Party gagne. Mais non, Cedric Alexander et Shelton Benjamin ont gagné avec, je sais même plus avec quoi, mais globalement ils ont gagné de façon tout à fait décisive. Ce qui m'a un petit peu déçu peut-être, c'est que aux dernières nouvelles, il y avait encore un peu de tension entre Cedric Alexander et Shelton Benjamin, parce que Cedric Alexander a tendance à s'accaparer le mérite des victoires de l'équipe, et là, rien du tout. Alors, je sais pas si cette storyline c'est fini et que j'ai pas fait attention, qu'il y a eu une conclusion et que pour moi c'était pas une conclusion, c'était une continuité, ou est-ce qu'ils ont laissé tomber l'histoire, ou alors est-ce que là ils ignorent l'histoire parce que le point de focalisation concernant le Hurt Business est sur l'histoire de Lashley et du coup ils veulent pas distraire avec autre chose. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Bon, j'ai mis C+ au match.
Voilà. Ensuite, on a eu un match Damian Priest contre Angel Garza. Et c'était très bizarre de voir ce match. Damian Priest avec Bad Bunny contre Angel Garza. C'était très bizarre de voir ce match parce que non seulement on l'a déjà vu, Damian Priest a gagné. Et en plus, Damian Priest a gagné plus facilement la dernière fois. Il a un petit peu plus lutté. lutté pour gagner. Parce que les Québécois parlent de lutte quand ils parlent de catch. Et ensuite, j'ai trouvé ça bizarre. Damian Priest a hérité d'une gimmick qui est un peu éculée. C'est-à-dire, avant de faire sa prise de finition, il va dans le coin, il fait des mouvements, il dit une catchphrase et puis il fait sa prise. Ils ont fait la même chose avec Drew McIntyre en essayant de faire un 3, 2, 1, Claymore à partir du coin. Ils font pareil avec Edge, ils font pareil avec Roman Reigns quand il fait ça, et puis avant de faire son spear, ils font pareil avec, enfin voilà, ils font pareil avec plein de gens. Et alors, Priest a fait ça, il a tapé le sol plusieurs fois, et puis il a fait Live Forever. C'est Live Forever, hein, sa catchphrase, je crois. Et après ça, il s'est jeté dans le coin, voilà, et puis il a fait un Broken Arrow, qui n'est pas sa prise de finition, qui est juste une prise de transition dans son répertoire. J'ai trouvé ça bizarre. Bref, Damian Priest a évidemment gagné le match avec sa prise de finition, qui est un crossroad hein, globalement. Et les commentateurs disent He calls it Hit the Lights. Et moi je suis là. Non, il l'appelle The Reckoning, il l'a jamais appelé Hit the Lights. Mais bon, sa prise de finition a changé de nom, semble-t-il. Hit the Lights, j'aime bien. Première chanson du premier album de Metallica pour ceux qui l'ignorent. Après le match, et ça, c'est la tristesse. Après le match, Akira Tozawa, Humberto Carrillo et Drew Gulak essayent de récupérer le titre 24/7 des mains de Bad Bunny. Les deux premiers se font sortir par Priest et le dernier, Drew Gulak, se fait sortir par Bad Bunny. Aïe. Aïe. Donc Drew Gulak et Akira Tozawa faisaient partie des meilleurs éléments de 205 Live quand j'ai commencé à suivre 205 Live et que j'étais très fan de 205 Live, l'émission dont on fait le récapitulatif samedi. Voilà. C'est Carrillo un peu moins, mais même tout le monde mérite mieux que ça. Bref. Bon, je pensais qu'elle allait arriver à SmackDown, mais non. Rhea Ripley va arriver à Raw. Je le sais qu'il faut pas être enthousiaste quand il y a des call-ups de NXT à Raw. Et puis je peux pas m'en empêcher. Je peux pas me dire yes, Rhea Ripley va arriver, elle va tuer tout le monde. Mais tu sais que c'est pas ce qui va se passer. Tu sais qu'elle va finir dans une équipe avec Lana pour mettre en avant Charles Flair. Enfin, tu sais que ça va pas se passer comme ça. On va peut-être avoir Rhea Ripley contre Asuka. Ou alors la revanche Rhea Ripley contre Charlotte. Oh là là, mais pitié, bouquez ça bien, pitié, par pitié. Randy Orton est en coulisses, il a été déstabilisé par le fait qu'il a été le premier éliminé dans l'Elimination Chamber, et il dit qu'il a manifestement un problème de concentration et que ces problèmes, il les règle. Et son problème en l'occurrence, c'est pas The Fiend, parce que The Fiend, il a réglé ce problème-là en lui mettant le feu. Son problème, c'est Alexa Bliss. On cut sur un plan d'Alexa Bliss dans son patacle, et après ça, Randy Orton crache de l'encre. Et ça m'a fait... Alors, j'ai bien aimé la promo jusque-là, jusqu'à ce qu'il crache de l'encre, parce qu'il avait l'air... il avait l'air atteint, il avait pas l'air sûr de lui, il avait l'air... genre, le gars qui a un problème de concentration, le gars qui a un problème pratiquement de confiance en lui, et qui n'arrive pas à mettre le doigt sur là où il y a un problème, et que ça le frustre énormément. Et là, il a craché de l'encre. Et je dis cracher de l'encre parce que ça marche pas, mais on va avoir ce débat encore. Le surnaturel, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. En fait, je crois que la différence fondamentale, c'est est-ce que ton intelligence en tant que spectateur est insultée parce que tu regardes. Et là, c'était tellement évident qu'ils ont cuté que Randy Orton a bu un peu d'encre et oh non, je crache de l'encre, oh là là. Et c'est tellement évident que c'est de l'encre. Si c'est pas de l'encre, c'est tellement évident que c'est pas surnaturel, quoi. Que c'est un truc, c'est la différence entre un gars qui retrouve ta carte, ta carte à jouer au milieu d'un paquet, ou qui te fait ouvrir une enveloppe et il y a ta carte signée dedans, et ton pépé qui sort une pièce de derrière ton oreille. Ton pépé qui sort une pièce de derrière ton oreille, c'est pas de la magie. Le gars qui ouvre une enveloppe, tu vois, c'est l'importance dans
le truc important dans le catch, c'est de t'y faire croire quand ça a lieu. Mais c'est exactement comme, comme dans tous les trucs de fiction. Je dis la magie parce que la magie, il y a le côté spontané, il y a le côté c'est là, c'est devant toi. Et tu sais que la magie n'existe pas. Donc le but de la magie, c'est de te faire croire que ça existe. Le catch, c'est exactement pareil. Tu sais qu'ils se battent pas pour de vrai, il faut qu'ils te fassent croire que les enjeux sont réels. Et là, quand je vois Randy Orton cracher du sang, et puis après, mais ça m'a tellement fait rire, on passe aux commentateurs qui viennent de voir ce qu'on vient de voir, et qui sont là. Charlotte Flair va faire équipe avec Asuka contre... Non, un homme vient de cracher un truc noir, vous savez pas ce que c'est, faites-moi croire que c'est important, bordel de merde. Oh, c'est pas possible. Donc voilà. Et voilà, quand on dit le catch c'est pour de faux, là j'ai rien à dire. Là oui, là c'est pour de faux. Là, absolument tout est pour de faux dans cette histoire. Voilà, ça m'a gavé. J'ai quand même mis C parce que je sais pas. Ensuite, on a eu un match Charlotte Flair et Asuka contre Jax et Baszler. J'ai écrit pourquoi. Mais bon. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable pendant ce match. Ils ont guéri Charlotte Flair. Ils ont trouvé le moyen de rendre Charlotte Flair intéressante. Et c'était pas très compliqué. Vous voyez, vous me demandez souvent, qu'est-ce que tu ferais pour rendre la division féminine de AEW intéressante? Qu'est-ce que tu ferais pour sauver le personnage d'Asuka? Qu'est-ce que tu ferais pour... Voilà. Et en fait, je vous réponds la même chose à chaque fois, c'est raconter une histoire. Raconter une bonne histoire. Faites-nous croire à une histoire. Et là, Charlotte Flair, elle était juste pas dans le match. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Asuka était un peu en difficulté dans le coin, Charlotte Flair a mis juste une seconde à se dire « Ah oui, pardon, le tag ». Et là, je me dis « Ok, Charlotte Flair est distraite par quelque chose. Charlotte Flair est distraite par le fait que Ric Flair enfin voilà, par ce qui s'est passé la semaine dernière. À un moment donné, Asuka fait le ménage, Asuka et Charlotte font le ménage dans le match. Asuka est surexcitée, elle va pour faire un double high five à Charlotte Flair. Et pareil, Charlotte Flair met une demi-seconde ah oui, pardon. Et Asuka remarque ça, et Asuka se demande, attends, ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? Et à un moment donné dans le match, Charlotte Flair... alors, Shayna Baszler était en train de... Asuka était en train d'essayer de porter son Asuka Lock sur Shayna Baszler, et Charlotte Flair va pour mettre un Big Boot sur Shayna Baszler. Shayna Baszler l'esquive, et c'est Asuka qui se prend le Big Boot. Et du coup, Nia Jax en profite pour porter sa descente de la cuisse, et sa descente de... Oui, c'est ça. Et pour conserver... Enfin non, le match n'était pas pour le titre, mais enfin pour gagner le match. Et après le match, et un peu crucialement j'ai envie de dire, Charlotte Flair va pour va pour serrer la main d'Asuka pour lui présenter ses excuses, et Asuka refuse ses excuses. Ça fait 2 fois que les conneries de Charlotte Flair coûtent un match à Asuka contre Nia Jax et Shayna Baszler. Enfin, Asuka montre un peu de caractère, montre un peu de développement, et pas là, ouais, Charlotte Flair, tu es mon amie, je suis tellement contente de faire équipe avec toi, comme elle était, ouais, Lana, ouais, Lana. Tout fonctionne, et voilà, et tout a fonctionné. Aucune blague sur le trou de balle de Nia Jax, merci pour ça. Shayna Baszler et Nia Jax ont remporté le match de façon clean, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas triché pour gagner, elles n'ont pas essayé de distraire leurs adversaires étaient distraites et c'était pas leur problème. Asuka a enfin un peu de caractère. Asuka a perdu le match, mais franchement elle revient de tellement loin, Asuka, que c'est même plus grave qu'elle perde. On n'en est plus là, quoi. On n'en est plus là. Et Charlotte est enfin un peu intéressante, elle a enfin un peu de personnage. J'ai mis B+ à ce match parce que il a pratiquement réglé les problèmes de Charlotte Flair, d'Asuka, de Jax et Baszler. Jax et Baszler, pas encore tout à fait. Asuka, on est sur la bonne voie. Charlotte Flair est enfin redevenue intéressante. Et on va parler un petit peu plus de ça tout à l'heure. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je dis pas, c'est mon avis, pas le vôtre, quand je dis quelque chose de positif, parce que généralement ça passe mieux. Personne s'indigne, ouais, dis donc, tu prends ton avis pour la réalité quand tu dis que c'est bien, moi je trouve que c'est de la merde. Ça arrive pas. C'est plus souvent dans l'autre sens. Genre, c'est pas parce que tu trouves que c'est pas bien que c'est pas bien.
Et là, il faut que je précise. Bref, vous savez comment ça marche. Jeff Hardy contre Sheamus. Pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, Sheamus, il voulait... C'est ce que j'ai dit, il a mis fin à une amitié de 20 ans pour avoir le titre de la WWE. J'aurais aimé connaître son opinion sur le fait que Drew McIntyre n'est plus champion et que du coup il a mis fin à une amitié de 20 ans pour rien. J'aurais bien aimé moi savoir ce qu'il en pense. Et Jeff Hardy... Alors, j'ai profité de ce match pour chercher mon problème avec Jeff Hardy, parce qu'il n'y avait rien dans le match. Sheamus a gagné, évidemment Sheamus a gagné. Et j'ai réfléchi à quel était mon problème avec Jeff Hardy, parce que beaucoup d'entre vous sont fans de Jeff Hardy, et je retire rien à ça. J'étais très fan de Jeff Hardy quand j'ai commencé à suivre la WWE en 2005-6. Je pense que c'est parce que je ressens aucune intensité dans sa façon de se comporter sur le ring. C'est-à-dire que les autres, ils arrivent à apporter une intensité dans leur jeu, et j'inclus des gars comme The Miz, j'inclus même des gars comme Corbin. Dans l'Elimination Chamber, Corbin a apporté énormément d'intensité. Il apporte pas tout le temps, mais quand il l'apporte, il l'apporte. J'inclus à 100% Brock Lesnar dedans. Brock Lesnar apporte énormément d'intensité. Randy Orton aussi. Souvent, quand il s'en fout, il est chiant. Quand il est impliqué, il est impliqué. Randy Orton arrive à donner de l'intensité, surtout dans ses promos, mais aussi dans ses matchs. Jeff Hardy, je ressens jamais ça. Quand il fait des promos, j'ai l'impression qu'il me lit un texte. Il y a un moment, en fait, je crois que ça a fait tilt quand je l'ai vu faire son truc. Juste avant de faire son Swanton Bomb, il monte sur le coin, il fait ah, et en fait, il fait pas ça. Il fait ah, et il fait son Swanton après. Genre, mais il est vraiment en pilote automatique. Et je crois que c'est ça mon problème avec Jeff Hardy en ce moment. Je pense que c'est ça. Et donc, Sheamus a gagné. Et ensuite, on a eu. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez que j'ai pensé de ce segment. Parce que j'ai vu pas mal de gens sur Reddit en dire du mal. Et je peux comprendre qu'on en dise du mal. J'ai mis un A à ce segment. Ils ont réglé tous les problèmes de cette rivalité. Ils ont réglé tous les problèmes de l'histoire avec Lacey Evans, Ric Flair et Charlotte Flair. Pas tous. Où se range Peyton Royce, où se range Asuka. Enfin, ça c'est complètement de choses. Ils ont mis cette histoire sur des rails. Je vais écrire ce que j'ai noté parce que j'ai noté beaucoup de choses. Et je pense que j'ai été suffisamment clair. C'est parti. Ric Flair est en coulisses avec Charlotte. Elle dit qu'elle ne peut pas se concentrer sur ses matchs. Charlotte sauve complètement l'histoire en disant « Tu penses peut-être que c'est drôle de te faire passer pour le père de Lacey Evans, ça ne l'est pas. » Bam. Elle vient d'expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. Ric Flair n'est pas... C'est pas la WWE qui implique que Ric Flair est le père de Lacey Evans, c'est Ric Flair qui implique qu'il est le père de Lacey Evans pour attirer l'attention sur lui parce qu'il trouve ça marrant. Et Charlotte Flair lui dit non, c'est pas drôle, tu passes pour un papy pervers et c'est pas drôle. Et bam, voilà, hop là, ça c'est réglé. Charlotte dit qu'elle veut protéger leur nom de famille. Ric Flair dit oui, mais alors, j'ai jamais dit que j'étais le père. Et là, ça rend Ric Flair un peu heel parce que tu dis attends, c'est ce qu'on a tous compris, arrête, j'ai jamais dit que j'étais le père, arrête. 2, j'ai juste vu une athlète, donc toujours dans les propos de Ric Flair. 2, j'ai juste vu une athlète avec beaucoup de potentiel. Charlotte le coupe, oui on le sait, il y a plein de blondes chez qui tu trouves beaucoup de potentiel, mais tes délires, tu trouves peut-être ça drôle, mais tu le fais pas sur mon temps. Et Ric Flair, j'adore ce genre de truc, quoi, cette espèce de, ouais, c'est cette espèce de problèmes animaux qui sont pas traités mais qui sont évoqués. Je trouve ça hyper important. Ric Flair dit laisse-moi finir. Je t'ai aidé au début de ta carrière. Quand il dit je t'ai beaucoup aidé au début de ta carrière, Charlotte Flair, qui a déjà du mal à retenir ses larmes, doit lutter encore plus contre ses larmes. Vraiment, tu la vois en train de sangloter, genre c'est pas juste qu'il estime que je lui dois mes victoires, et c'est pas ce qu'il dit. Mais c'est ce que elle entend, et je trouve ça génial. Donc il dit je t'ai aidé au début de ta carrière, en la voyant commencer à sangloter. Il dit ce que tu as accompli, c'est toi qui l'as accompli, mais j'aime penser que j'ai joué un petit rôle là-dedans, et j'ai envie de continuer à jouer un rôle là-dedans. Je veux être l'homme derrière toute la division féminine de Raw. Très mauvaise formulation de ma part. Mais globalement, on a une histoire très nuancée, et j'écris nouvelle et même assez brillante sur le patronyme Flair. Ils veulent tous les deux, en fait ils sont tous les deux dans l'ombre de Ric Flair, dans l'ombre de la légende Ric Flair. Ric Flair veut continuer d'exister en tant que Flair, et Charlotte Flair veut exister aussi en tant que Flair, et elle s'est jamais libérée. Je vais continuer de lire ce que j'ai écrit, ça va être plus synthétique.
Rick donc veut continuer d'être un flair en conseillant la nouvelle génération de catcheuses. Charlotte trouve qu'il s'y prend mal, trouve qu'elle ridiculise leur nom de famille, et surtout, elle ne lui fait pas confiance. Elle pense qu'il veut toujours l'attention pour lui tout seul. Et elle pense ça parce que elle en est encore à vouloir prouver qu'elle n'est pas la fille de Ric Flair. Tout le monde a passé ce cap-là. Tout le monde j'imagine, je vois très rarement encore des gens dire Charlotte Flair en est là parce que c'est la fille de Ric Flair. Charlotte Flair en est là parce qu'elle est excellente. Son moveset est excellent, son jeu d'acteur est excellent. Charlotte Flair est une des meilleures catcheuses de la WWE, de l'histoire de la WWE. Et peut-être même de l'histoire du catch féminin. Je dis peut-être parce que je suis pas tout le catch, évidemment, mais Charlotte Flair est un énorme nom du catch féminin. Mais elle a toujours cette sensation de devoir prouver qu'elle est plus que la fille de Ric Flair. Et Ric Flair a cette sensation de... en fait, ils sont tous les deux, voilà ce que je dis, ils sont tous les deux en train de lutter contre la légende Ric Flair. Ric Flair dit « Oui, mais moi, j'ai pas envie d'être que le père de Charlotte Flair. » Et Charlotte Flair dit « Mais moi, j'ai pas envie d'être que la fille de Ric Flair. » Et je trouve ça génial. Dans sa tête, elle est encore, voilà. Et en même temps, Charlotte Flair continue d'utiliser toutes les gimmicks de Ric Flair. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se libérer de l'ombre de son père. Elle a toujours je sais pas comment ça s'appelle, le peignoir, robe de chambre, enfin le truc qu'elle porte dans l'entrée. Elle fait toujours le woo, elle fait toujours le figure fort. Sa musique d'entrée, elle est toujours la fille de Ric Flair. Effectivement, alors que c'est elle qui n'arrive pas à se libérer de sa paternité. Et c'est génial parce qu'il y a 2 ou 3 niveaux de lecture dans le scénario. Les personnages sont clairement établis, leurs relations sont très clairement établies, mais ça évolue. C'est parfait. Tout est absolument parfait. Tout est parfait dans cette promo, dans ce scénario. Ils ont tout, voilà, ils ont réussi à tout régler, quoi. Enfin, presque tout régler. À régler la plupart des problèmes. Et je trouve ça vraiment très bien. Et je crois que j'ai été suffisamment clair, j'ai pas envie d'en parler plus. J'ai l'impression que j'oublie de dire un truc, mais on va passer à la suite. Lana et Naomi ont un match contre Mandy Rose et Dana Brooke. Lana et Naomi gagnent en 1 minute 30 et Brooke et Rose valent de la piste tiède. Et j'écris, personne n'est mis en avant par ce genre de match, je lui ai mis un D. Ensuite, AJ Styles contre Ricochet, pareil, personne n'a été mis en avant par ça. Ricochet, pourquoi AJ Styles contre Ricochet? J'ai écrit, je sais pas si ça a toujours été le cas ou si je le remarque que maintenant, mais la machine à fumigène directement dans le cul de Ricochet, sans qu'ils essayent de cacher la machine à fumigène du tout. Il y a beaucoup de façons de manquer de respect à quelqu'un, mais tiens, vas-y, t'as des effets pyrotechniques, t'es content, ah, voilà. Super. AJ Styles a essayé de refaire le Styles Clash qui lui a permis de gagner il y a quelques semaines contre Ricochet, mais Ricochet arrive à le contrer. Au moment où j'étais sur le point d'écrire ah oui, c'est vrai qu'ils ont un petit peu d'histoire tous les deux, AJ Styles a gagné de façon décisive avec un Styles Clash. J'ai mis un C au match, et après le match, Omos est monté sur le ring. Omos, le très grand garde du corps d'AJ Styles, il est monté sur le ring, il s'est mis à cheval debout sur Ricochet, il a attrapé la tête de Ricochet, il a soulevé Ricochet, et il a fait tomber Ricochet. Voilà. À ce stade, Omos, c'est autant un déménageur qu'un catcheur, finalement. Non, plus un déménageur qu'un catcheur. Et enfin, on a eu le main event, Bobby Lashley contre Braun Strowman. Pourquoi t'as une histoire qui est très claire, Bobby Lashley veut le titre. Il défonce The Miz, et Bobby Lashley devient le vrai champion, parce que The Miz est de toute façon un champion de transition, alors autant que la transition soit courte. Mais bon, Strowman réussit à porter le Power Slam sur Bobby Lashley, mais Bobby Lashley s'en sort, et ils sont pas très nombreux à pouvoir dire qu'ils se sont sortis du Power Slam de Braun Strowman, et Bobby Lashley bat Strowman avec un seul spear. Si j'en avais quoi que ce soit à foutre de Braun Strowman, ça m'aurait un peu déçu, mais vu que Braun Strowman est non seulement bon, Braun Strowman ça a été l'option un peu décevante quand il a failli remplacer Roman Reigns, quand il a fallu remplacer Roman Reigns à WrestleMania l'année dernière. Braun Strowman, c'est en 2017, je crois. En 2017, Braun Strowman, il était génial. Depuis, non. Il est plus si génial que ça. Braun Strowman, il est même un peu nul. Et alors là, la promo avec Shane McMahon. Moi, je
je veux avoir... Ta gueule, Braun Strowman, t'es con. Bon, bah, je veux un match contre lui. T'es con, Braun Strowman. Contre lui? D'accord. T'auras un sucre. Voilà. Bon, si j'en avais quoi que ce soit à foutre de Braun Strowman, ça m'aurait un peu déçu, mais j'en ai pas, voilà, j'en suis plus là. Après le match, Bobby Lashley met Strowman dans le Hurt Lock, et ça, c'est... Voilà, Bobby Lashley, s'il avait pu pisser dessus pour montrer sa domination, il l'aurait fait. Et The Miz, qui était au commentaire, a essayé d'agresser Bobby Lashley dans son dos avec le titre de la WWE, mais Lashley l'a surpris, lui fait un spinebuster à une main et lui porte un spear, et après on a ça, et j'ai une pensée très très émue pour tous les gens qui m'ont dit franchement il était temps que The Miz soit champion, franchement il le mérite. Je pense que les gens pensent ça parce que ils ont totalement laissé tomber l'idée que la WWE leur raconte des histoires. C'est-à-dire que c'est pas une question de personnage qui mérite d'être champion, c'est une question d'employé qui mérite d'être l'employé du mois. c'est littéralement ça. C'est genre le fait que The Miz ait remporté 3 matchs en 2020, c'est pas le fait que The Miz ait perdu contre Grand Metalik en décembre. De toute façon, la WWE raconte pas d'histoire, ils récompensent leurs employés. Donc voilà, tiens The Miz, enfin voilà, je trouve ça bien. Parce que le personnage de The Miz ne mérite pas d'être champion. C'est tout le personnage d'ailleurs, il mérite pas d'être champion. Bref, voilà. En tout, j'ai mis un D+, à ce show-là. On va remplir le tableau si vous le voulez. Pendant que je remplis le tableau, vous pouvez mettre vos messages en avant et je les lirai, j'y répondrai, j'y réagirai juste après avoir rempli le tableau. Je vérifie la musique, ce qui n'a aucun sens puisque la musique est réglée sur le même volume que les segments où je vous parle. Donc, allons-y. The Miz, Morrison, MVP et Bobby Lashley, le machin d'ouverture. Ah oui, j'ai pas dit un truc. On n'a pas vu Drew McIntyre. Au début, ça m'avait un peu saoulé. Et à la fin du main event, je me suis dit, en fait, c'est très bien qu'on n'ait pas vu Drew McIntyre parce que c'est pas le show de Drew McIntyre. Là, tout tourne autour de Bobby Lashley. C'est le show de Bobby Lashley. Il faut pas que qui que ce soit lui fasse de l'ombre. Donc, c'était bien. Hop là, voilà. Ensuite, Morrison contre Matt Riddle. Je lui ai mis C+. Matt Riddle, il est là. Ensuite, le New Day contre Mace et T-Bar avec Révolution. Je lui ai mis C. Le New Day, ils sont là. Contre Mace et T-Bar avec le reste de Révolution, dont Reckoning. Bienvenue à toi, Reckoning. Et Mustafa Ali. Hop. Ensuite, le petit segment où Ali a engueulé ses copains. Je lui ai mis un B. Et je suis pas désolé. Hop. 14, 14, 14 et 14. Ensuite, je regarde vite fait sur Discord, voir si j'ai une notification, si jamais je fais une connerie. Ah, nous avons des cheers. Je vais quand même remercier quelqu'un. Merci beaucoup, Burt Alvarez, pour tes bits, 100 bits. Merci pour les bits. Ensuite, nous avons un abonnement. Oh là 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 là, je vais te remercier aussi. Merci Nokomi pour ton abonnement d'une durée de 1 mois. Si vous voulez suivre l'exemple de Nokomi, n'hésitez pas. Nous avons eu des bits, nous avons eu un abonnement. Nous sommes pas loin de déclencher un train de la hype. Donc si vous voulez hyper la chaîne, hyper-la donc. Excusez-moi. Ouais, je suis nouveau sur Twitch. J'ai mis un D à Adam Pearce. Ici. Adam Pearce, bon, alors, Adam Pearce, attention, ils sont tous dans le main event. Adam Pearce, Bobby Lashley, MVP, The Miz, John Morrison, Braun et Shane, évidemment, Shane McMahon, comment ai-je pu l'oublier? Here comes the money, here we go, money talks, here comes the money, 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 money. Ching ching, bling bling, on va arrêter très vite. Où tu es chez... Ah bah non, je crois que Shane McMahon, je l'ai mis dans le roster de SmackDown parce qu'il allait être dans le roster de Raw, parce que je pense qu'on se dirige vers un match de rêve. Vous me demandez souvent qu'est-ce qu'un Dream Match. Un Dream Match, bah vous voyez Shane McMahon contre Braun Strowman, vous prenez l'inverse et vous avez un Dream Match. Hurt Business avec MVP contre Lucha House Party, je lui ai mis un C+. Hurt Business contre Lucha House Party avec la généreuse participation secondaire de MVP, c'est un C+.
Ensuite, nous avons eu Angel Garza contre Damien Priest avec la participation de plein de gens. Je lui ai mis C-, parce que plein de gens ont été humiliés et ça me rend un peu tristoun. Damien Priest contre Angel Garza avec Bad Bunny dans un rôle secondaire, même si vraiment il s'agit surtout de Bad Bunny. Akira Tozawa et Humberto Carrillo. Charlotte et Asuka contre Jax et Baszler, je lui ai mis B+, et pareil, je suis pas désolé. Cette rivalité avait besoin d'être sauvée et c'est bien. Asuka et Charlotte contre Nia Jax et Shayna Baszler. C'est pour Jeff Hardy contre Sheamus. Je suis encore en train de réfléchir à quel intérêt avait ce match. D'ailleurs, j'ai mis qu'ils n'avaient pas de rivalité parce qu'ils ont rien. C'était un peu le show. On ne sait pas quoi vous proposer. Lana et Naomi contre Brooke et Rose avec Jax et Baszler qui regardent. C'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Nia Jax et Shayna Baszler ont regardé le match. En même temps, le match il a duré 1 minute et demie. Donc bon, ça les a pas épuisés. Merci beaucoup à Burt Alvarez pour les beats. Décidément, Burt Alvarez me noie sous les beats. Lana et Naomi. Vous me dites si vous trouvez ça trop graveleux, ce genre de blague. Hein. Moi, ça me fait rire, mais si vous trouvez que ça devient vite, que ça vieillit mal et vite, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Je fais en sorte que ça soit agréable pour tout le monde. Hein. Et tout le monde n'aime pas les beats. AJ Styles avec Omos contre Ricochet, je lui ai mis un C. Pareil, j'ai mis qu'ils n'avaient pas de scénario en ce moment, qu'ils n'avaient pas de storyline en ce moment. AJ Styles contre Ricochet. Mais on a vu Ricochet avoir un match. Et parfois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et enfin, le main event, Bobby Lashley contre Braun Strowman. Strowman contre Bobby Lashley. Hop là. Je lui ai mis un B. Et voilà. Avec The Miz et MVP en rôle secondaire. The Miz. Ah oui, c'est vrai qu'il est champion. Putain, et MVP. Voilà, et en ce qui concerne les points bonus de l'émission, j'ai mis 3 points, je pense que c'est évident, il n'y avait pas 36 choix, j'ai mis 3 points à Bobby Lashley. J'ai mis 2 points à Charlotte Flair, et j'ai failli mettre 1 point à Ric Flair. En fait, j'ai hésité, mais je me demande si je suis pas parti sur Ric Flair. Je suis parti sur Ric Flair, parce que vraiment, à qui je vais mettre des points d'autres? J'ai hésité avec Rhea Ripley, mais elle a juste une vidéo, quoi, Rhea Ripley. Mais c'est un des personnages qui m'a le plus hypé pour la suite, mais bon, c'est qu'une vidéo, quoi. Donc c'est pas... je regarde, c'est graveleux, mais on aime. C'est pas forcément graveleux, c'est le but de la vanne, mais elle est plus originale depuis très longtemps. Ah oui, mais... Ouais, mais moi je débute sur Twitch, je regarde rien d'autre, moi j'ai bien conscience de pas inventer l'eau chaude. Mais bon. Ah bon, bah, on va arrêter de les faire ces... Je vais remplacer le mot... Je sais pas si on peut remplacer la terminologie bit. On peut remplacer beaucoup de terminologies, notamment les points de chaîne, je les ai appelés des cloches par exemple. Je vais voir, je vais essayer de trouver une dénomination pour rendre ça plus original. Il y a un utilisateur qui est peut-être une utilisatrice, j'imagine, qui est une utilisatrice qui a comme pseudo The Femelle, qui fait non, n'arrête pas. Donc The Femelle me supplie de ne pas arrêter les bits. Je suis désolé. Et on est parti pour les questions, si vous le voulez bien. Et regardez, nouveauté. Hop! Bim! Les questions apparaissent sur votre écran parce que des fois je lis vite et du coup c'est pas évident à suivre. Donc voilà, on va passer à vos questions, notamment à Hulkugan USA qui me dit « Salut Lynx, j'ai 2 questions. Yes, as-tu remarqué que les entrées des catcheurs de la WWE ressemblent à des plans de jeux vidéo et que... Oui, enfin, ils ont une nouvelle caméra qui rend flou tout autour d'eux, et c'est chouette. Et que penses-tu de Damien Priest ?» Alors, en tant que catcheur, je l'aime bien. En tant que... Qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils font de Damien Priest en ce moment? Je suis très méfiant. Je suis très méfiant parce que t'as beau enrober ça comme tu veux, il tourne autour du titre 24/7.
Et pour moi, c'est Bad Bunny qui est pushy en ce moment. Donc, je me méfie. Je me méfie. Mais Damien Priest, le catcheur, moi j'aime bien. J'ai mis un moment à me faire à son personnage, mais maintenant je m'y suis fait, je l'aime bien. Swifty me dit: salut Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Que penses-tu du fait que le général manager gère le deal entre Lashley et The Miz? Personnellement, je trouve bizarre qu'une figure d'autorité comme Pierce s'intègre dans un deal de mafieux entre Lashley et The Miz. C'est pas des mafieux, c'est des catcheurs. Et ils s'impliqueraient pas si The Miz n'était pas venu me chercher, je pense. Moi, ça m'a pas choqué. KJB JBK 13800, donc du coup je vais juste dire KJB JBK, c'est très chiant à prononcer comme pseudo, et c'est un gars qui s'appelle Link the Sun qui se fait appeler Link the Sun qui te dit ça. KJB JBK 13800 dit: salut Lynx, j'espère que tu vas toujours bien, t'as pas idée à quel point je vais bien. Je voudrais avoir ton opinion sur la team Jaxler. Est-ce que le fait que cette équipe ait battu les deux champions de la WWE par tombée ne leur donne pas du crédit en tant que championne? Si, c'est ce que j'ai dit là dans cette review, dans ce récap, j'aime pas dire review. Là, elles ont gagné elles ont gagné un peu de prestige, qu'elles ont besoin de gagner, parce qu'elles en ont perdu pas mal. Perso, non! Vu qu'elles ne gagnent pas clean du tout, et surtout, elles ont gagné clean cette semaine. Et surtout, les championnes et Bianca sont au 10e plan, même Lana est mieux bookée. Non, là, arrête, Lana, elle a eu un match d'1 minute 30 à la con, où elle a eu l'air du débile. On a gagné! Non, Lana a plus de... Lana est plus mise en avant si tu veux, mais elle n'est pas mieux bookée, non. Et est-ce que tu penses que Drew va intervenir la semaine prochaine? C'est toujours un plaisir de regarder télé. Oh non! Oh pitié, non! Oh, j'y ai pas pensé. Oh non, non, non! Faut que Bobby Lashley gagne! Oh non! Oh, il va totalement intervenir la semaine prochaine. Ça va durer 40 ans, bordel. Oui, je pense que Drew va intervenir la semaine prochaine. Parce qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Noctisite me dit: coucou Lynx, j'espère que tu vas bien. Je passe en speed pendant la pause miam. Je regarderai. La chance que t'as, j'ai tellement faim. J'enregistre ces trucs entre midi et 1h en général. Entre midi et 1h30, plus généralement. Je passe en speed pendant la pause miam. Je regarderai la rediff ce soir, juste pour dire que j'ai adoré. La rediff, pour ceux qui suivent, c'est sur la chaîne YouTube Statch. Ce n'est pas sur la chaîne YouTube Lynx Off, c'est sur la chaîne YouTube Statch. N'hésitez pas à demander un lien, quelqu'un vous le donnera. Juste pour dire que j'ai adoré le visage du Miz qui s'est décomposé à l'annonce du match de la semaine prochaine. C'était awesome, un smiley extatique. Bisous distanciel et bon live. Merci beaucoup à toi. J'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est ça, The Miz, il fonctionne très bien. Soit il fonctionne très bien comme personnage comique, soit il fonctionne très bien comme personnage sérieux. Pas les deux. Et là, c'était comique et ça fonctionnait. Le truc, c'est que c'était comique avec la ceinture de la WWE qui était sur les épaules de Drew McIntyre il y a une semaine. Quoi, voilà. J'espère que j'arrive à vous faire comprendre mon ressenti. John Simon, aloha Lynx, Chava, bonjour John. Non, je vais forcément insulter quelqu'un si j'essaye de deviner, si j'essaye de me rappeler l'origine de l'expression aloha. J'ai envie de défendre un peu The Miz devant la foule, car j'ai lu des commentaires injustes envers lui. J'entends que des défenses de The Miz. Que ça. Je sais pas où t'as vu des commentaires injustes, je vais finir ton message, mais j'ai lu que des défenses de The Miz. Je pense qu'il a un très bon personnage, excellente promo, capable de bons matchs, jamais blessé, et c'est le meilleur Chicken Hill, il manque un mot, c'est pas Chicken Hill, c'est Chicken Hill, de la WWE. De plus, avec Morrison et Garza à ses côtés, il y a... Garza, il a été avec eux une fois. Et oh, c'est bon, Garza a quelque chose à faire. Phew. Non, Garza, il a toujours rien à faire. Bref, avec Morrison et Garza à ses côtés, il y a moyen de bien rigoler. Bref, dommage pour moi qu'il soit seulement champion de transition. N'oublions pas de respecter la vie de chacun. Amour et paix pour tout le monde. A plus. Mais tu vois, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu confonds absolument tout. Je pense qu'il a un très bon personnage. Non, il a deux personnages qui peuvent être très bons, mais il a un personnage qui fonctionne pas. Excellente promo, oui. Capable de bon match, oui. Mais ça, c'est pas le catcheur, c'est l'interprète. Ils sont tous capables de bons matchs. Ils sont absolument tous capables de bons matchs. Jamais blessé, oui. Mais là encore, tu parles du gars qui interprète The Miz. Tu parles de Miz... Comment il s'appelle, merde, Mike Mizanin. Tu parles de Mike Mizanin, tu parles pas de The Miz. Et c'est le meilleur Chicken Shit Hill de la WWE. C'était le meilleur. Et puis... Ça colle pas. Il y a plein de trucs qu'il fait qui vont pas avec ce personnage-là.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je respecte ton opinion, mais tu mélanges plusieurs aspects du... ça colle pas, ça colle pas. D'après moi. Val022002 me dit salut Links, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Prêt à voir Rhea Ripley contre Santina Marella? Va te faire foutre! Gulliver Chanel me dit bien le bonjour Links. À ton avis, The Miz va conserver le titre au moins jusqu'à WrestleMania? Pardon. Ou les officiels vont se dire que jusqu'à Fastlane ça suffit. Mais j'aimerais qu'il. S'il le perd à Fastlane, c'est déjà trop tard. Pour moi. Pitié par WrestleMania, quoi. Pitié qu'on ait que. Pitié. Pitié par WrestleMania. Pitié. Parce que le match que va avoir The Miz à WrestleMania, c'est contre Bad Bunny. Ils sont capables de faire The Miz contre Bad Bunny pour le titre de la WWE. Mais pitié, surtout pas, quoi. Mon Dieu. Vedrake me dit salut Nix, quand penses-tu que The Fiend va revenir? On en a parlé hier dans les questions pour les pronostics. Probablement WrestleMania. Probablement WrestleMania. À Fastlane ou au dernier moment WrestleMania pour une grosse pop. Pour une grosse pop. Oui, j'en ai une de grosse pop de The Fiend. D'ailleurs, vous pouvez la voir juste là. Je fais des blagues. Ça sent pas le roussi pour le clan Rétribution. Rétribution, de toute façon, j'attends qu'ils soient bien utilisés. Ça sent le roussi depuis le début pour Rétribution. Non, je pense qu'il va revenir à WrestleMania. The Quadrapus me dit hey, re-salut Lynx, bonjour. Pour Orton, je pense que c'était pas censé être du sang, leur faux sang est rouge vif, genre beaucoup trop vif. J'ai pas dit du sang, j'ai dit de l'encre. J'ai jamais envisagé que ça devait être du sang. Tu te souviens quand Baszler a mangé Becky? Ah oui, je souviens, oui, je souviens. Ah oui, je souviens. Tu te souviens quand Baszler, elle était bookée, quand Baszler a été la première personne, toujours confondue, à éliminer tous les autres membres de l'Elimination Chamber? Ah, je souviens. Je me souviens quand Baszler n'était pas la 4e personne dans la rivalité de Bianca Belair et Sasha Banks contre Nia Jax et Shayna Baszler, featuring Motherfucking Reginald. Après, je sais pas si ça change grand-chose, c'est quand même super maladroit. Oui, non, mais c'était pas du sang, c'est censé être... Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Nitralis me dit salut Lynx, comment vas-tu? Ça va, merci. J'espère voir Rhea Ripley battre Charlotte à WrestleMania, tellement. C'est un peu tard maintenant, c'est un peu tard pour qu'il le reconstruise. Faut que Charlotte devienne heel et faut que Rhea Ripley établisse une domination à Raw. Ça ferait un peu forcé. Remarque, il reste encore un PPV. Pourquoi pas. Il suffirait que Charlotte prenne le titre à Asuka, ce qui peut arriver très vite étant donné qu'elle collectionne les runs de championne courts pour en cumuler un maximum. Ouais, mais tu vois, niveau histoire, là c'est pas l'histoire que raconte Charlotte Flair et j'aime bien l'histoire qu'elle raconte là en ce moment. Donc faut qu'elle règle ses problèmes avec son père, faut qu'elle règle ses daddy issues. Avant qu'on en arrive là, je pense. Dervos Kaiser me dit salut les Lynx, je ne regarde pas les weekly, les shows hebdomadaires de la WWE, sauf de temps en temps NXT. Donc tes lives sont un bon moyen de rattraper les storylines, les histoires. Merci beaucoup pour ça, je t'en prie. J'espère de tout cœur un Flair contre Ripley à WrestleMania, mais qui sera la championne heel? C'est pour ça que j'espère que ça sera pas à WrestleMania, j'espère que ce sera pour un autre PPV, ou, mais j'y crois pas une seconde, à WrestleMania l'année prochaine. Vu qu'on semble se diriger vers ça. Et sinon, une semaine de championnat pour The Miz, c'est pas mal, non? Il mérite au moins ça. Bonne journée à toi et bon courage. Mais le gars qui interprète The Miz, il mérite son salaire, il mérite d'être là, il mérite d'être mis en avant, il mérite d'avoir une place au sein de la compagnie. Le titre de la WWE, c'est pas une médaille pour l'employé du mois, bordel de... Enfin, non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un... Je vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un titre, nom de Dieu. C'est... Pitié. Et le personnage de The Miz, il est devenu champion en trichant. Moi, je trouve pas ça tout à fait normal que Bobby Lashley lui ait pas déjà défoncé la gueule au bout d'une semaine en lui disant « Tu vas premier un match? Ah oui, mais je... Boum !» Voilà. C'est ça qui aurait dû se passer. Là, ils ont encore une semaine. La semaine prochaine, Drew va complètement intervenir et ça va être une très mauvaise idée. Drew ça va être... Personne va aimer ça. Tout le monde va en vouloir à Drew. C'est une mauvaise idée. C'est pas une question de... Mais dans les deux cas, c'est pas une question de mérite. Et c'est pour ça que je comprends pas. Swifty, il dit Re-salut Lynx, on se dirige vers une rivalité Asuka-Flair, puis ensuite certainement une rivalité Flair-Ripley. Tu préférais un match Asuka-Flair à Fastlane et Flair qui gagne évidemment. Je finis ton message, mais j'ai envie de réagir. Et Ripley qui vient confronter Flair pour un match à WrestleMania 37 ou le même scénario à WrestleMania vers une rivalité qui durerait jusqu'à SummerSlam. Et il y a d'autres PPV que WrestleMania et SummerSlam. Hein. Non seulement ça, et en plus. Ouais, alors, la semaine prochaine, Charlotte Flair, elle affronte Asuka, puis elle affronte Asuka à Fastlane, et puis laissez les histoires respirer un peu.
Je trouverais ça un petit peu tôt. Non, je trouverais ça bien. Je trouverais ça bien qu'on ait un Flair contre Asuka à WrestleMania. Voilà, là, ça me semble être le bon timing. Fastlane, c'est dans quoi? C'est dans 15 jours, là. Ou dans 3 semaines. C'est beaucoup trop tôt. On peut rien construire là jusqu'à Fastlane. Faut faire avec ce qu'on a déjà. Faut faire avec les éléments qu'on a. Faut replay, c'est beaucoup trop tôt. Surtout qu'ils ont dit qu'elle arrivait bientôt. Bientôt, ça peut vouloir dire dans 5 mois à la WWE. Donc, doucement. Prenons le temps de raconter les histoires bien, de les voir évoluer doucement. Massi10 PSG me dit bonjour Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. À ton avis, est-ce que Bobby Lashley sera champion de la WWE? Oui. J'espère. J'espère. Parce que niveau le mérité, le personnage le mérite. Bert Alvarez dit Charlotte Flair, et évidemment le gars qui l'incarne aussi, mais enfin, j'en sais rien, je suis pas là pour évaluer des employés, moi. Bert Alvarez, Charlotte Flair en est là parce qu'elle est excellente, mais on lui a donné sa chance grâce à son nom, là où des Asuka et des Shayna Baszler, malgré leur immense talent, n'ont pas leur chance. Ouais, c'est vrai qu'Asuka n'a absolument aucune chance. C'est vrai que Asuka n'a pas... Asuka, par exemple, n'a jamais été invaincue à NXT pendant plus d'1 an. Asuka n'a jamais été la première gagnante du Royal Rumble. Asuka n'a jamais été Miss Money in the Bank. Asuka n'a jamais gagné les titres par équipe. Asuka n'a jamais gagné tous les autres titres. Asuka n'a jamais gagné finalement tous les titres qu'on peut gagner en tant que femme à la WWE. Aux 2 exceptions du titre 24/7 et de la Battle Royale à WrestleMania, c'est les 2 trucs qu'Asuka n'a pas gagné. Tout le reste, elle les a gagnés. Je ne dis pas que Charlotte doit son succès à son nom, je dis que si elle s'appelait Charlotte Jenkins, elle aurait peut-être même pas eu sa chance. Pourquoi la fille de The Rock, qui est actuellement au Performance Center, n'est pas actuellement championne de NXT? Pourquoi tous les enfants de catch, genre Dolph Ziggler a un frère, pourquoi il n'est pas à la WWE? Un frère, c'est pas pareil, c'est pas fils. Ok. Non, je vais pas m'épuiser à essayer de te trouver des contre-exemples. Il y a plein de fils et de filles de catcheurs qui sont pas à la WWE et il n'y en a aucun qui soit au niveau de Charlotte. Est-ce que ça l'a aidé que son père soit Ric Flair? Évidemment. Évidemment. Mais si j'avais voulu faire médecine, ça m'aurait aidé que mon père soit médecin. C'est évidemment. N'empêche que pour en arriver là où elle est, il y a qu'elle qui est arrivée là où elle est. Et d'une façon générale, et un peu comme Natalia. Natalia est le seul membre de la famille Hart qui soit... Enfin, Hart, Neidhart, ce groupe familial, la dynastie Hart, on va dire ça comme ça, c'est la seule membre de ce groupe qui soit actuellement à la WWE. Alors qu'ils sont 14 000, c'est la seule. Et enfin, voilà. Je pense que tu as totalement tort. Je pense. Non seulement sur le fait que des femmes comme Asuka et Shayna Baszler n'ont pas leur chance. Asuka et Shayna Baszler. T'aurais dit Naomi, j'aurais dit ouais. Naomi est loin d'avoir le pédigré qu'elle devrait avoir. Mais Asuka et Shayna Baszler, elle est actuellement championne, quoi. L'une des plus grandes championnes de NXT de l'histoire de l'émission. Enfin, je suis absolument pas d'accord. Et Charlotte Flair... Enfin, je suis d'accord sur rien. Uoran, ça résume tellement ma vie. Uoran, ça ira mieux la semaine prochaine quand les têtes vont voler à coups de Claymore, ou la semaine d'après, ou à Fastlane. Je sais pas quand est-ce que ça ira mieux à Raw. Raw, on est un peu dans une période compliquée. Concernant le catch en général à présent, Wistouille me dit « Bonjour Monsieur Lynx, est-ce que ça ne va pas ?» Non. J'ai re-regardé le moment où Stephanie McMahon annonçait le tout premier Royal Rumble féminin de l'histoire du catch. Alors je me suis demandé, est-ce qu'il y a des titres de champion qu'on trouve chez les hommes et pas chez les femmes? Parce que je n'ai personnellement jamais entendu parler d'une championne intercontinentale ou de la WWE. En fait, traditionnellement, les titres que tu imagines masculins, ils sont pas genrés. Rien n'empêche une femme d'être championne de la WWE. Il y a eu des championnes intercontinentales. Chyna a été championne intercontinentale. Il n'y a que les titres féminins ne sont pas remportables par des hommes et le titre Cruiserweight n'est pas remportable par des catcheurs de plus de 205 livres. Mais rien n'empêche des femmes de gagner tous les titres. Théoriquement. Théoriquement. Je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais, je réponds plus ou moins à ta question. Je suis un petit peu à côté,
Mais je crois que j'ai donné matière à répondre tout de même. The Quadrapus me dit « Hey, salut Lynx, tu parles souvent de l'absence d'Alistair Black. » J'y pensais pas, mais je me demandais si c'était pas de sa volonté qu'il était moins ou pas là. Mais je m'en fous. Je m'en fous, moi, de sa volonté. Il est pas là, ça m'emmerde. Il est génial, je voudrais qu'il soit là. Si c'est de sa volonté... Chouette. C'est peut-être stupide comme question, mais il avait une histoire en cours qui s'est arrêtée à peu près quand Zelina Vega s'est fait renvoyer. Ça pourrait être lui qui ait voulu prendre de la distance. Non, je veux dire, Ricochet non plus n'est pas respecté par Vince, mais on le voit quand même. Humberto Carrillo, on le voit à peine, et puis sa fiancée a pas été licenciée par la WWE, donc je sais pas. Et là, c'est vraiment des trucs de coulisses où on est de l'ordre de la rumeur, de la... Merde, comment on dit gossip en français? J'ai Cancan qui me vient, c'est un peu ça, mais c'est voilà, ça m'intéresse pas vraiment. Je m'en fous qu'Alistair Black veuille pas être à la WWE. Je déplore l'absence de développement de son personnage, alors que lui-même en tant que catcheur est excellent. Je déplore pas le fait que la WWE l'utilise pas, je déplore le fait qu'il ne soit pas utilisé. Si c'est de son fait, bah ça me fait chier aussi. Voilà. Mais peut-être qu'il y a une base de ça, je ne sais pas, et ça m'intéresse pas beaucoup. Lucretia Black 1212 dit bonjour Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Tu parles de matchs intergenres, si ces matchs se feraient, aurais-tu des dream matchs? Tout le monde le dit avec moi, Asuka contre Daniel Bryan, mais vraiment, il y en a tellement. Rhea Ripley contre Seth Rollins, oui, mais pitié. Io Shirai contre Rey Mysterio, Io Shirai contre Ricochet. Non, Kairi Sane n'est plus employé. J'étais en train de réfléchir à qui je verrais bien affronter Kairi Sane. Mais non. Qui Kevin Owens affronterait bien? Kevin Owens contre Raquel Gonzalez. Le match qui fait mal. Qui d'autre? Le truc, c'est que tu peux pas mettre des catcheurs qui reposent vraiment sur la force contre des femmes, parce que là, il y aura toujours le côté, une femme forte n'est pas aussi forte qu'un homme fort. C'est, il y a fort physiquement, fort, enfin voilà, testostérone, tout ça machin. Et puis ce serait pas très intéressant. Ce serait pas très intéressant parce que moi j'aurais du mal à y croire. Vous voyez par exemple, il y a une catcheuse à la AEW qui s'appelle Rio. J'ai beaucoup de mal à croire à son catch parce que elle est toute petite, elle est toute fluette et ça pourrait marcher. Mais souvent elle fait des spots où le poids ou l'élan ou la force implique. Et du coup quand je la vois faire, je me dis non, là son adversaire s'est jeté par terre et je vois que ça. J'arrive pas à y croire. Mais ça c'est une question de perception, c'est une question de voir le truc. Mais genre par exemple Rhea Ripley contre je prends Rhea Ripley parce que c'est mon exemple de femme physiquement forte, physiquement Rhea Ripley contre, mais voilà, Rhea Ripley contre un catcheur qui serait pas Drew McIntyre ou qui serait pas Braun Strowman, voilà, qui serait pas un immense morceau, genre qui serait juste un morceau moyen. Rhea Ripley contre Randy Orton, je vois Rhea Ripley gagner sans aucune difficulté. Rhea Ripley contre Jeff Hardy, Rhea Ripley mange Jeff Hardy. Rhea Ripley contre The Miz, Rhea Ripley mange The Miz. Voilà, oh, un match Shotzi Blackheart contre ce que fut Jeff Hardy. Est-ce qu'on a un équivalent de Jeff Hardy aujourd'hui? Ce que Jeff Hardy était au début des années 2000, mais aujourd'hui genre quelqu'un qui prend des risques, qui a pas peur, qui se met en danger. En fait, c'est Shotzi Blackheart, mais voilà, quelqu'un qui serait à peu près dans le même... Oui, vous dites Darby Allin, mais Darby Allin, il est à AEW. Asuka contre Corbin, oh, pitié. Tout le monde dit Darby Allin, ouais, je réfléchissais à la WWE. Bref, voilà, j'ai beaucoup de matchs que j'aurais envie de voir. Val022002 me dit, quelle est ta prise de finition préférée et quelle est pour toi la plus dangereuse qui peut faire le plus de dégâts s'il y a un botch? Ma préférée, c'est le super kick. La prise de finition qui peut être le plus dangereuse s'il y a un botch, il y en a tellement. À chaque fois que Finn Balor porte le coup de grâce, au début, là je commence à m'y faire, mais au début je dis, est-ce que cette personne vient de sauter à pieds joints sur l'abdomen de son adversaire? Mais on tue des gens comme ça. Apparemment, les prises qui sont
qui sont vraiment nuls à prendre, c'est les trucs genre The Last Ride. Les prises où t'es surélevé et on te surélève encore un peu plus et tu tombes sur le dos sans pouvoir, sans pouvoir te tourner, sans pouvoir absorber le choc d'une autre façon. Non, 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 c'est le dos qui prend. Ça a l'air d'être les plus dangereux. Donc tout ce qui est powerbomb, ce genre de choses. Apparemment, c'est les plus dangereuses. Après, faudrait demander. C'est le genre de question qu'il faudrait demander à un catcheur, pas à moi. Luséo33 me dit, tu vérifies toujours dans les écrans dans le public si le type aux cheveux longs et aux lunettes de soleil est toujours là. Non, du coup, non, je vérifie pas. Je vérifie pas parce que il est pas physiquement là, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Docry me dit Hello Lynx, pas de question, juste un message pour te dire que tes lives sont devenus mon nouveau rendez-vous pour mes repas. Continue comme ça, tant que tu en as le plaisir. Merci beaucoup à toi, merci pour ta fidélité et bon appétit. Bonne fin d'appétit, du coup, j'imagine. BC Design me dit Hello Lynx, merci pour tes vidéos sur le catch, c'est grâce à toi que j'y suis revenu avec ta vidéo 20 bonnes raisons d'aimer le catch. J'aurais une petite question. Excusez-moi, j'ai soif. J'ai oublié de prendre ma gourde. Donnez-moi ma gourde, le chat. Donnez-moi ma gourde. Vous le pouvez, si vous êtes abonné, vous pouvez m'envoyer les mots perso gourde. Donnez-moi la gourde. Allez-y, la gourde. Une petite gourde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je meurs de soif. La gourde. Voilà. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Jérémy serait tellement fier de moi. J'aurais une petite question. As-tu en projet de sortir d'autres vidéos type le catch et le 4ème mur? Je l'ai trouvé passionnante à écouter et tu parlais dans cette vidéo de potentiellement en faire d'autres. Merci beaucoup et bonne continuation. Non, mes projets actuels sont de finir le point culture le plus vite possible. On va parler du point culture, je commence à être très saoulé de ce point culture et je commence à me dégoûter du point culture. Il faut absolument pas que ça arrive, donc il faudra faire quelque chose. Bref. Vous inquiétez pas, on va en parler. Et vous inquiétez pas, les points culture sont pas finis. Je veux pas vous. C'est le genre de truc que j'annoncerai pas comme ça. Et il y a aucune chance que ça arrive. Mais voilà, faudra que je parle de me protéger de mon propre dégoût pour les points culture. Val022-002 me dit dans ton tableau, il vaut mieux avoir une seule note ou plusieurs. Plus t'as de notes, plus ça met du poids à la moyenne. Donc, ça dépend la note. C'est-à-dire que si t'as un 17, donc si t'as un A, c'est bien. Si t'as un A et un C, c'est pas bien. Si t'as un A, un C, un B et un A, c'est mieux que d'avoir juste un A, je pense. Donc ça dépend. Mon tableau est bien fait à ce niveau-là. Il y a un bon équilibre entre... c'est bien que tu sois là, attention à pas être surexposé, et attention à ce que tes petites apparitions merdiques desservent pas ta grosse apparition géniale. Et enfin, Bot Alvarez, dernière question, mais vous le savez puisque vous voyez mes questions. Bot Alvarez qui me gratifie de 100 bits. Bon, je sais pas si tu verras ce message, mais merci pour l'intégralité de ton travail, qui aura été une grosse inspiration et aura beaucoup importé dans mon développement personnel. Donc merci. Merci beaucoup à toi pour ton message. C'est un message que je reçois assez souvent, ça, que mon travail aide beaucoup les gens dans leur vie, quoi, tout simplement. Et on se sent exister. Ça fait vraiment du bien. De savoir qu'on apporte quelque chose aux gens, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour le retour. Et merci à vous pour votre fidélité, d'avoir été là aussi nombreux et être resté aussi longtemps. On se donne rendez-vous jeudi pour parler de AEW Dynamite et de NXT. En ce moment, NXT, c'est le feu. Donc si vous pouvez être là pendant la première demi-heure de mon live jeudi, c'est génial. En ce moment, NXT, c'est génial. Ils nous ont sorti un des meilleurs shows de l'année la semaine dernière. Dynamite, j'ai moins été transcendé par l'épisode de la semaine dernière, mais cette semaine, je sais qu'on a 2 gros matchs cette semaine à Dynamite, mais j'ai oublié lesquels, c'est un peu dommage. Et on est sur la route de Révolution à Dynamite, donc il y a beaucoup de choses qui se trament, beaucoup de choses qui se préparent. Et ça peut être chouette d'une façon générale. Si vous aimez m'écouter parler de trucs que j'aime bien, c'est le jeudi que j'aime le plus ce dont je parle d'une façon générale. Quoique, le samedi, je parle de SmackDown et de NXT UK, que j'aime beaucoup les deux. Ouais, écoutez, de toute façon, on se donne rendez-vous jeudi pour continuer à parler de catch, et on se donne rendez-vous samedi pour continuer à parler de catch, et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour le point culture, et puis on se donne rendez-vous, on se donne plein de rendez-vous. Merci Bort Alvarez pour tes 23 bits, je vais les ranger avec les autres. Bonne fin de journée à tous, et à jeudi pour NXT et Dynamite. Salut tout le monde.